Depuis le début de la guerre, la Maison-Blanche a souvent diffusé des messages contradictoires sur les raisons, les objectifs et le calendrier du conflit. Dans une interview à CBS, le président Trump a affirmé que la guerre était quasiment terminée et en avance sur le calendrier. Quelques jours plus tard, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a déclaré aux mêmes médias que ce n'était que le début. Quand CBS a demandé au président Trump d'expliquer cette contradiction, il a affirmé que les deux déclarations pouvaient être vraies en même temps. Ce raisonnement paraît tout de même assez tiré par les cheveux, non ? Ces messages contradictoires, peut-être délibérés pour empêcher l'Iran d'anticiper les actions américaines, rendent presque impossible aux analystes et alliés de prévoir l'évolution de la guerre. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré aux journalistes « Nous sommes préoccupés par l'absence de plan commun pour finir cette guerre. Nous ne voulons pas d'une guerre sans fin. » Emmanuel Macron a exprimé une observation similaire après un appel vidéo avec les chefs d'État. Pour tous les membres du G7, personne ne peut dire ce que le président Trump veut de cette guerre en cours avec l'Iran. Et il n'y a pas que les alliés européens qui semblent insatisfaits de la direction que prend la guerre. Selon Bloomberg, les Émirats arabes unis et le Qatar ont discrètement poussé leurs alliés à convaincre le président Trump de limiter la durée des opérations militaires américaines contre l'Iran. Reste à savoir si une telle porte de sortie existe vraiment. Le désir de trouver une issue à ce conflit n'est pas particulièrement nouveau. Après les toutes premières de frappe du 28 février, le président Trump a déclaré à Axios qu'il disposait de plusieurs portes de sortie. Il pouvait soit conquérir tout l'Iran en prenant son temps, soit terminer le conflit en 2 ou 3 jours. Il a averti Téhéran que l'Amérique reviendrait s'il tentait de relancer leur programme nucléaire ou de missiles. Le président paraissait alors vraiment ouvert à un retrait rapide. Alors qu'était-ce ? Avec le recul, il semble que les États-Unis ont été victimes de leur succès initial, car tout s'est mieux passé que prévu la première semaine des conflits. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khomeini, a été tué dans les premières heures. Les États-Unis et Israël ont détruit environ 80% des lanceurs de missiles et une grande partie des capacités de production de drones iraniennes, ainsi que coulé plus de 40 navires de guerre iraniens. Le président des chefs d'état-major interarmés a déclaré que le nombre de lanceurs de missiles balistiques iraniens avait chuté de 86% et les attaques de drones de 73%. À ce moment, une victoire américano-israélienne en Iran paraissait presque aussi décisive qu'au Venezuela. Mais ensuite, la guerre s'est éternisée et les services de renseignement américains ont publié un rapport indiquant que la direction iranienne restait en grande partie intacte et n'était pas sur le point de s'effondrer de sitôt malgré les frappes incessantes. À peu près à la même époque, la Maison-Blanche semble avoir commencé à réfléchir à une porte de sortie honorable. Selon le Wall Street Journal, des conseillers du président ont commencé à inciter Donald Trump à préparer un plan pour retirer les États-Unis de la guerre. Tout en faisant valoir que l'armée avait en grande partie atteint ses objectifs, ses conseillers restaient surtout inquiets des coups politiques. Si la guerre durait trop, elle risquait de perdre le soutien de la base conservatrice de Donald Trump. S'il perdait en la base, les prochaines élections de mi-mandat aux États-Unis seraient un désastre encore pire que ce qu'ils avaient prévu pour le Parti républicain. Peut-être que la présidence serait en jeu en 2028. Après tout, quand les républicains ont pris le pouvoir en 2024. Cette victoire a été remportée grâce à des promesses de faire baisser le coût de la vie et de garder les États-Unis en dehors des guerres étrangères. C'était censé être le message en 2026. Trump a tenu ses promesses et avec un mandat du Congrès, il continuerait à tenir parole. Depuis le début de la guerre contre l'Iran, le prix de l'essence a grimpé à cause d'une nouvelle intervention au Moyen-Orient que la plupart des Américains ne semblent pas soutenir. Et l'essence n'est pas le seul produit que les Américains paieront bientôt plus cher. Les prix des engrais étaient déjà hauts avant la guerre, maintenant ils ont explosé. L'urée a augmenté de 30% depuis. Le trafic commercial dans le détroit d'Ormuz est à l'arrêt, mettant en péril toute l'industrie agricole. Par ce détroit transite près d'un tiers du commerce mondial des engrais, alors que les agriculteurs nord-américains se préparent à la saison des semis de printemps. Veronica Nai, économiste en chef à l'Institut des engrais, a indiqué à CNBC qu'une plus grande part de ces coûts serait répercutée sur les consommateurs. Comme dit en introduction, le Qatar et les Émirats arabes unis pressent le président Trump de trouver une issue. Et cela parce que, selon la plupart des analystes, prolonger les conflits serait une catastrophe pour les économies de la région. Le Qatar a déjà stoppé la production de gaz naturel liquéfié dans la plus grande installation d'exportation mondiale après une attaque de drones iranienne. Le géant pétrolier émirati ADNOC a fermé sa raffinerie de Ruwais, la 4e plus grande au monde, après qu'une frappe de drone a provoqué un incendie. Si l'on élargit la perspective au reste de la région, la société d'analyse aéronautique Cirium a estimé qu'il y a eu environ 37 000 vols annulés entre le 28 février et le 8 mars, soit environ 56% de tous les vols prévus dans la région pendant cette période de 9 jours. Regardez un suivi des vols, et vous verrez encore les conséquences aujourd'hui.
D'importants volumes de trafic aérien ont été concentrés sur une route nord via la Géorgie et l'Azerbaïdjan, ou une route sud évitant le golfe Persique. La situation est encore plus grave sur l'eau, selon le média indépendant Argus. Les médias indiquent que le trafic dans le détroit d'Ormuz s'est presque effondré, seuls 2 navires l'ayant traversé le 11 mars, comparé à une moyenne historique de 138 navires par jour. Maintenant, bien que certains vols vers le Moyen-Orient aient repris, il existe toujours des risques importants. 4 personnes ont été blessées quand 2 drones sont tombés près de l'aéroport international de Dubaï. Pourtant, malgré ces problèmes, les gouvernements de la région travaillent jour et nuit pour rouvrir leurs aéroports. Cependant, les problèmes liés au détroit d'Ormuz seront beaucoup plus difficiles à résoudre. Selon l'expert de l'Iran, Dani Citronvitz, tout ce dont Téhéran a vraiment besoin, c'est de réussir une seule frappe de drone pour rendre le passage intenable. Citronvitz affirme qu'une frappe de drone unique pourrait provoquer une réaction en chaîne. Les assureurs vont fortement augmenter les primes ou refuser d'assurer les navires dans le détroit. Sans assurance, la plupart des pétroliers ne partiront pas. Outre les aspects économiques, il y a aussi des préoccupations militaires à prendre en compte. Prenons les Émirats, par exemple, bien que leurs intercepteurs aient bien fonctionné lors des premiers jours de la guerre, selon le politologue Christophe Clary. Le pourcentage de drones iraniens franchissant les défenses des Émirats arabes unis a nettement augmenté, signe que leur réseau de défense aérienne s'affaiblit. Et ce n'est qu'un pays. La situation est si grave que le Pentagone redéploie des systèmes de défense antimissiles SAD de la Corée du Sud au Moyen-Orient. En résumé, les États-Unis et leurs alliés sont en surextension, tant sur le plan politique que militaire. Il est donc facile de comprendre pourquoi les États du Golfe et les alliés nationaux de Trump veulent se retirer. Et cela soulève une question intéressante. Trump envisagerait-il même une porte de sortie à ce stade de la guerre ? Personne n'en a vraiment idée. Le docteur Andrew Gothorpe, spécialiste de la politique étrangère américaine, estime que Trump se persuade de rester dans le conflit. Il explique que le succès ou l'échec d'un conflit est généralement jugé en fonction des objectifs que les combattants se sont fixés. Comme Trump avait fixé des objectifs très ambitieux, dont la reddition inconditionnelle de Téhéran, s'il opte pour une sortie ou des objectifs plus accessibles, cela pourrait paraître comme une défaite. Aucun président ne souhaite cela avant des élections de mi-mandat cruciales, donc cela paraît improbable pour l'instant. Mais même si Trump acceptait une porte de sortie, rien ne garantit que l'Iran l'accepterait aussi. Maintenant, avant de discuter du point de vue possible de Téhéran sur tout cela, nous devons prendre un moment pour mettre en avant l'endroit où aller. Pour encore plus d'informations sur le conflit en cours au Moyen-Orient, ainsi que sur de nombreux autres conflits et points chauds géopolitiques qui façonnent notre monde. France Toco, le site d'actualité rédigé par notre équipe, notre service premium pour les abonnés, est le guichet unique pour toutes les analyses approfondies que nous pouvons offrir. Notre équipe collabore avec des journalistes primés et des experts pour produire chaque semaine plusieurs vidéos et articles exclusifs, ainsi que 8 épisodes gratuits sur Warfront et notre chaîne sœur Homefront, tant que la guerre en Iran continue. Front Stockholm s'investira à fond dans la couverture, comblant les lacunes et abordant les problèmes de fond que nous n'avons pas le temps de traiter, comme dans cet épisode. Encore une fois, c'est Front Stockholm. L'abonnement coûte 5$ par mois ou 50$ par an. Regardez gratuitement notre épisode Ask Us Anything sur l'Iran, diffusé la semaine dernière sur Front Stoco. Et maintenant, revenons aussi à l'Iran, la république belliqueuse. Dans sa première allocution depuis qu'il est guide suprême de l'Iran, Mostafa Khomeini a adopté un ton de défi. Dans une déclaration lue à la télévision d'État, il a juré de venger les martyrs iraniens, dont son père et sa femme. Il a souligné que chaque citoyen tué était un motif de vengeance et présenté sa stratégie pour la prochaine phase de la guerre, précisant que l'Iran étudiait cette option. Cela pourrait ouvrir de nouveaux fronts où ses adversaires manquent d'expérience et sont vulnérables. Pire encore, le nouveau guide suprême veut maintenir le détroit d'Ormuz fermé au trafic commercial. Il a exigé que les États du Golfe ferment les bases américaines sous peine d'attaques continues. Les menaces de Khomeini semblent viser à intimider les États-Unis et leurs alliés pour les faire reculer. Le message est assez clair. Les États-Unis devraient chercher une issue, car l'Iran ne le fera pas. Nate Swanson, chercheur à l'initiative de sécurité au Moyen-Orient du Conseil de l'Atlantique, partage cet avis. Il soutient que le régime iranien considère cela comme un conflit existentiel, et il ne semble pas intéressé par une sortie immédiate. Du point de vue de l'Iran, un cessez-le-feu maintenant ne serait qu'un répit temporaire avant que Washington ou Jérusalem ne relancent finalement le conflit. Pour être juste, l'Iran a maintenant été attaqué alors qu'il était en pleine négociation à 2 reprises, pendant la guerre des 12 jours et au cours de ce conflit. Cela rendra beaucoup plus difficile pour Téhéran de croire que les États-Unis ou Israël négocient de bonne foi. Pour Téhéran, cette guerre doit finir assez douloureusement pour dissuader les États-Unis et Israël de recommencer.
Si l'Iran conserve sa capacité à infliger des coups aux États-Unis et au Golfe, notamment à travers les prix de l'énergie, alors selon Swanson, Téhéran sera plus à même de déterminer la fin du conflit que Washington. Cela contredirait toutes les déclarations de la Maison-Blanche affirmant que Trump déciderait de la fin de la guerre. Cela ne signifie pas que Téhéran rejetterait toute porte de sortie, mais il faut au moins garantir que l'Iran ne soit pas attaqué. À court terme, cela correspondra aux exigences que le président iranien Massoud Pezeshkian a publiées sur X après avoir parlé à ses homologues russes et pakistanais. Je cite « La seule façon de mettre fin à cette guerre, déclenchée par le régime sioniste et les États-Unis. Il s'agit de reconnaître les droits légitimes de l'Iran, de verser des réparations et d'obtenir des garanties internationales fermes contre toute agression. C'était la première fois qu'un dirigeant iranien proposait une solution au conflit. » Bien que Pezeshkian ait pu improviser et contredire publiquement les durs du régime iranien, il est aussi possible que l'Iran joue sur deux tableaux. Pezeshkian, un réformateur de carrière, est le genre de personne qui peut, de façon crédible, tendre la main, même lorsque les durs du régime iranien menacent de poursuivre la violence. C'est un schéma connu, la communication à double voix, où des factions du gouvernement iranien envoient involontairement des signaux différents à divers publics. Si c'est le cas, le nouveau guide suprême peut nommer un homme fort. En misant sur la vengeance, la résistance et la poursuite des frappes pour conserver le soutien des gardiens de la révolution et des religieux conservateurs, piliers du régime. Pendant ce temps, Pezeshkian peut s'adresser au public international, en évoquant la possibilité de négociations et de solutions de sortie, sans contredire directement la position du guide suprême. Si Washington ou les médiateurs régionaux répondent favorablement à Pezeshkian, le régime pourra poursuivre cette voie. Sinon, ou si les ultra-conservateurs jugent que cela affaiblit l'Iran, ils peuvent rejeter les propos de Pezeshkian comme non autorisés ou mal compris. Divergence. Et enfin, nous devons parler d'Israël car toute issue potentielle nécessitera une coordination entre Washington et Jérusalem. Actuellement, les États-Unis et Israël veulent tous deux affaiblir le programme nucléaire et balistique iranien, visant à réduire la puissance de l'Iran. Mais si les intérêts américano-israéliens commencent à diverger, alors il sera beaucoup plus difficile de trouver une issue. Un domaine potentiel de désaccord concerne l'avenir même du régime iranien. Selon l'Atlantic Council, Israël veut un changement de régime en Iran, tandis que les États-Unis et leurs alliés arabes restent prudents. Si le régime s'effondre sans successeur clair pour unifier le pays, cela pourrait provoquer le chaos, une guerre civile, de l'instabilité régionale et une grave crise des réfugiés. Pour l'Amérique, l'effondrement de l'Iran impliquerait un nouvel enlisement au Moyen-Orient pour des décennies, ce que le président Trump veut clairement éviter. Pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, l'effondrement de l'Iran mettrait en péril leur pari à plusieurs milliers de milliards de dollars dans leur transformation interne. Les deux pays ont passé 10 ans à se diversifier, s'éloignant du pétrole en développant aéroports, hôtels, centres financiers et pôles technologiques. Attirer des touristes ou des centres de données en zone de guerre est difficile, rendant les projets économiques saoudiens et émiratis tributaires de la fin rapide du conflit. Pour Israël, ces préoccupations semblent moins importantes. Certains analystes estiment que les dirigeants israéliens préféreraient le chaos en Iran à une transition contrôlée. Un Iran faible et divisé ne pourrait soutenir le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, ni projeter sa puissance au Moyen-Orient. Cela laisserait Israël comme force militaire dominante dans la région, sans concurrent sérieux. Selon Daniel Shapiro, un ancien ambassadeur américain en Israël, si cela devient un point de discorde entre Washington et Jérusalem, alors Trump déterminera très probablement la fin de la guerre et imposera cette issue à Netanyahou. Même si les deux peuvent se mettre d'accord en principe sur la question de savoir s'il faut mettre fin à la guerre ou non, cela ne signifie pas qu'ils s'accorderont sur le même calendrier. Selon Bloomberg, Netanyahou a clairement fait savoir aux États-Unis qu'Israël n'en avait pas encore fini, alors que le président Trump a déclaré publiquement à plusieurs reprises pouvoir mettre fin rapidement à la guerre. Selon le professeur Yassi Meckleberg, chercheur et consultant en géopolitique, Netanyahou a parié que le déclenchement de cette guerre augmenterait ses chances de survie politique lors des prochaines élections israéliennes. Plus la guerre dure, plus il est probable qu'il soit réélu. Mais si elle se prolonge trop, le Parti républicain risque de chuter aux prochaines élections de mi-mandat, sans mentionner l'effondrement plus rapide des marchés pétroliers mondiaux. Si Donald Trump choisit d'arrêter la guerre pour sauver les marchés ou les élections de mi-mandat. Mais Benyamin Netanyahou veut que la guerre continue jusqu'après les élections israéliennes cet automne, ce qui crée un sérieux problème. Comme l'a déclaré Donald Trump au Times of Israel, la fin de la guerre avec l'Iran dépendra d'une décision commune avec Benyamin Netanyahou, mais cela n'arrivera qu'en cas d'accord. En cas d'échec, Donald Trump pourrait décider sans attendre l'accord de Benyamin Netanyahou pour servir ses intérêts politiques.
Et sur ce, merci de nous avoir regardés.